Depuis quelques années, la question carbone est apparue comme une question importante. On a vu avec André que la question des gaz à effet de serre commençait à être pris en compte un petit peu mieux dans la réglementation énergétique et environnementale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une fiche FDES? Les fiches FDES sont des fiches qui caractérisent des produits globalement, hein, et sur lesquels on va retrouver toutes les émissions liées à leur fabrication, des émissions polluantes. Ça peut être très varié. Il y a effectivement les gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça. Il y a un tas d'autres produits qui sont libérés dans l'environnement. Donc, c'est une fiche descriptive du produit qui est remplie par le fabricant. Voilà. Et c'est sur ces fiches-là que s'appuient les dossiers que doivent remplir les concepteurs lorsqu'ils montent un projet. C'est la référence. Voilà. Le problème, c'est que toutes les entreprises n'ont pas affiché leurs fiches, notamment celles qui ne sont pas très bonnes, hésitent parce que les bons ont déjà mis leurs fiches et du coup, ils se disent qu'ils vont pas être choisis à cause de ça. Alors oui, fiche FDES, donc de mémoire, fiche déclarative, environnementale et sanitaire, si je ne m'abuse. Il y a effectivement pas mal de questions qui se posent parce que ça a un coût aussi, ces fameuses fiches FDES. Et un ami m'avait fait remarquer que finalement, ça pouvait poser plus de difficultés d'utiliser la paille du champ de blé du voisin que d'utiliser un produit industriel en tant qu'isolant et qu'on risquait de ne pas avoir forcément les mêmes avantages. Donc, quand on parle de low-tech, quand on parle de simplification, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu administratif, un peu lourd à travers ces fameuses fiches déclaratives environnementales et sanitaires qui alourdit finalement la mise en œuvre d'une véritable réglementation carbone simple à mettre en œuvre? Calculer les émissions carbone liées à la construction aux matériaux, il n'y a rien de plus simple, c'est une somme de produits. Enfin, je ne connais pas grand-chose, mais tel produit émettant, j'en ai mis telle quantité, au total, ça fait ça. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. C'est ce qu'a dit Olivier. Le souci, c'est la source des informations, principalement. Hein. Mais sinon, ce n'est pas du tout compliqué. Hein. C'est pas... Oui, mais la question qui est posée, c'est celle du coût et finalement de la possibilité pour des filières nouvelles d'émerger dans un secteur qui est quand même où le lobbying est très fort, où il y a beaucoup de gros producteurs et où les petits ont un mal fou. La paille, c'est réglé aujourd'hui, mais la paille, pendant longtemps, c'était pas possible. Or, c'est un déchet, la paille. On pourrait construire tous les logements de France en paille, on ne consommerait que 2% de la paille qui est produite chaque année dans les champs. Donc, on a tort de s'en priver. C'est un excellent isolant. Bon, il y a eu beaucoup de barrières à franchir, notamment la question du feu, jusqu'à ce qu'il y ait des essais au feu qui soient faits et qui démontrent qu'effectivement, c'était pas un problème parce qu'elle est très compactée. Et c'est un problème de coût. Et ce n'est pas que la question de la fiche FDES. Il y a les avis techniques, il y a tout un tas de choses pour les produits nouveaux qui sont des barrières. Ça, on le sait depuis longtemps. On n'a pas vraiment de manière de contourner ça parce que c'est un problème d'assurance décennale. La vérité, elle est là. C'est que derrière, les assureurs ne veulent pas assurer si le produit n'a pas des fiches. On tourne un petit peu en rond. Les Allemands n'ont pas la garantie décennale. Donc, ça se passe mieux pour eux. Mais les entreprises ont une garantie de 2 ans à assurer quoi qu'il advienne. Et donc, ils font très attention à comment est-ce qu'ils mettent en œuvre, quels produits ils mettent en œuvre, etc. Ils en sont vraiment responsables. C'est une autre façon de concevoir. Chez nous, on a protégé sur 10 années le client. Enfin, en fait, le croit-il, parce que ce n'est pas une protection au sens où tout le monde l'imagine. Et du coup, ça a un coût qui est très élevé et c'est une barrière pour tous ceux qui amènent des produits nouveaux et qui ne sont pas dans des grands groupes. André, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Parce qu'effectivement, on peut s'interroger sur la question des petites filières qui n'ont pas forcément des moyens importants, qui ont pourtant des solutions qui peuvent être tout à fait opérationnelles. J'avais entendu parler de filières chanvre, de produits de ce type-là, hein, qui sont souvent confrontés à des difficultés un peu de nature administrative, pour ne pas dire financière.
Et je connais pas suffisamment. Olivier, tu disais à propos de la paille, maintenant ça y est, c'est réglé. Ils ont dû s'organiser en une fédération, une chose comme ceci, ou un syndicat des... Ils ont fait ça, et puis il y a un bureau d'études, Olivier Gaujard, qui a pris en charge d'aller faire l'essai au feu, qui en a assumé le coût. Et du coup, il a libéré toute la profession. Mais c'est compliqué. Voilà, il faut de l'argent, et c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne sont pas organisés, comme tu dis. Et même cette fédération n'est pas très riche. Enfin, ce n'est pas avec la paille que tu écraseras d'autres lobbies. Ceci dit, en dehors des produits qui sont cités et qui méritent d'être cités et d'être mis en œuvre, depuis que E plus C moins existe, eh bien, le paysage a complètement changé, au moins en termes de discours déjà, mais toute l'offre s'organise pour communiquer sur les vertus de leurs produits. Depuis que plus C moins existe, et puis avant, il y avait un label qui s'appelle le label BBCA, bâtiment bas carbone privé, qui a un peu inspiré les pouvoirs publics sur plus C moins, enfin, qui a fait la trace. Oui, tu as raison. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas très, très normal quand on voit que les lobbies pèsent très fort sur tout ça. Chacun y va pour ça. Et du coup, aujourd'hui, il apparaît qu'une maison en béton est plus vertueuse en termes de carbone qu'une maison en bois. Ça paraît quand même difficile. Bon. Donc, il y a des correctifs à apporter pour que ce genre de choses ne perdure pas. Parce que là, on pervertit complètement l'intérêt de cette approche en carbone, si c'est pour trafiquer les chiffres de l'un et de l'autre, des solutions. Certes, peut-être des chiffres trafiqués, mais ces acteurs, comme tu cites, le béton par exemple, eh bien, ils ont sorti des cartons des solutions un peu plus bas carbone, un peu plus respectueuses, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas le sujet, mais quand même, au moins sur les résultats des FDES. Et puis, surtout, un meilleur usage de ce matériau. C'est à mettre que là où il y a besoin. Ils ont quand même senti, cette profession ou ces industries ont senti qu'il fallait revoir un peu la copie et améliorer, optimiser un petit peu leur usage. De là à ce que le chemin soit parcouru, j'en doute, mais en attendant, ça a quand même fait beaucoup évoluer passablement d'industriels. Ce n'est pas toute la profession, c'est certains industriels, on ne va pas les citer, mais il y a certains industriels qui ont effectivement fait des efforts, pas autant qu'ils l'annoncent commercialement, il faut le dire aussi, mais il y a effectivement, ça a mis en route tout un tas de réflexions et ça c'est très 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 bien. Mais ce qu'il faudrait, c'est quand même qu'à la sortie, on ait des résultats qui correspondent en gros à ce que tout le monde ressent. Alors, le bois quand même, le bois c'est du carbone qui tourne en boucle, hein. Donc, on ne comprend pas très bien qu'une maison en bois puisse être moins vertueuse du point de vue carbone qu'une maison en béton, même si c'est un béton qui, effectivement, émet 25% de moins pour les meilleurs aujourd'hui. C'est vrai. On voit bien que la réglementation environnementale 2020, ça reste une réglementation sur les bâtiments neufs. Or, comme vous l'avez mis en évidence tous les deux, à la limite, le sujet n'est même pas là, si ce n'est peut-être comme source d'inspiration des bâtiments existants. Comment faire des rénovations à grande échelle qui soit positif du point de vue de l'impact carbone. On l'a vu tout à l'heure sur le volume à travailler, le stock par rapport au flux. Ensuite, la densité, on va dire, du stock. Lui, en moyenne, il consomme beaucoup plus que le neuf. Bien sûr. Donc, deuxième raison d'intervenir sur le parc. Ensuite, le parc existant, il existe, c'est génial. Donc, on n'a pas besoin de le construire. Donc, construire, réutiliser l'existant, c'est du low-tech. C'est mes parents qui reprisaient quelque chose quand on devait, on fait faire une seconde vie à un produit. Eh bien, rénover un bâtiment, c'est de l'économie circulaire sur le parc. Et là, c'est notre richesse finalement, le parc. Tout à l'heure, Olivier, tu disais, je ne sais plus combien il y a de logements vacants et de résidences secondaires. Je crois que, enfin, je crois, au moins dans les immeubles collectifs privés, il y a 10%
de 10 millions, 1 million de logements vacants. Ça fait quand même, donc ça ne veut pas dire qu'ils soient tous utilisables et ainsi de suite, mais il y a pas mal de gens qui dorment dans la rue, on continue à construire, à agrandir sur les terrains cultivables, eh bien, peut-être qu'on pourrait optimiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rénovation du parc, ce n'est pas une contrainte, c'est un super trésor de ressources, de travail, de non délocalisables. Et en plus, bas carbone. En gros, quand on construit, on fait sortir de terre un bâtiment neuf, le carbone contenu pour le construire, c'est entre 50 ans et 100 ans d'exploitation. Et suivant l'énergie qu'on utilise et combien on utilise. Eh bien, ce carbone qui sort de terre, le bâtiment qui sort de terre, le carbone est consommé. Dans 50 ans ou 100 ans, espérons que notre énergie sera alimentée par, les réseaux seront alimentés par des ENR ou de la récupération du moins carboné. Donc celui-là, on le paye très cher. Donc ça serait peut-être utile de essayer de mieux rénover bas carbone ce que le parc qui existe déjà. Quand on rénove, on dépense du carbone en isolant un nouveau produit, une nouvelle fenêtre, mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on dépense quand on construit, par rapport aux œuvres que tu disais tout à l'heure. Donc, c'est là l'opportunité. C'est la super idée tout d'un coup. Mais à ce moment-là, il faudrait on parlait de réglementation, d'obligation, il faudrait à minima qu'on ait une même méthode de calcul, de réglementation pour les deux secteurs, quoi. Le neuf ou l'existant, c'est le bâtiment. Un bâtiment qui est sorti de terre, il est neuf, il est existant, je ne sais pas, à partir de quand il est existant, 48, 68, quoi, c'est quoi ce truc? Donc, il faut qu'il y ait cette synergie, cette bonne utilisation de l'existant pour construire du neuf de façon très parcimonieuse, être sûr bien réutiliser ce qui existe déjà. Moins de routes, moins de terrains occupés. Olivier Zidler, il y a quelques années, donc, vous aviez promu d'abord la solution technique unique, puis la solution technique de référence, qui consistait finalement à essayer de simplifier au maximum les opérations de rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, vous avez promu et accompagné l'opération d'Orémy, notamment sur le département de l'Isère, si je ne me trompe pas. Et ça s'étend au niveau national, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. La question, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une situation où il y a d'un côté une réglementation thermique qui est assez lourde dans la mise en œuvre, de l'autre côté des solutions relativement simples et moins procédurières. Pour autant, chaque chose a son intérêt. Comment voyez-vous les choses? Quel est votre point de vue? Comment est-ce qu'on pourrait assurer une synthèse possible entre tout ça? Ou est-ce qu'il faut plutôt chercher à aller à des choses, des éléments réglementaires minimalistes? D'une manière générale, tout ce qui est plus simple et minimaliste va dans le bon sens. La solution technique universelle date de 2004 ou 2005. C'était une première tentative. Les solutions techniques de rénovation, STR, datent de 2009. Et depuis, on les a énormément utilisées et surtout les artisans les ont utilisées. Voilà. Il faut juste comprendre la logique qui est derrière. Pour atteindre 50 kWh par mètre carré par an dans tous les logements, il y a deux façons de faire. Soit chacun d'entre nous essaye d'atteindre cette performance-là et c'est l'usine à gaz, c'est-à-dire qu'il faut faire des calculs compliqués, ce ne sont pas des calculs réglementaires, etc. Chaque cas est un cas particulier. Déjà, dès que j'ai dit ça, chaque cas est un cas particulier, je sais que tout est planté. Donc, il ne faut pas faire comme ça. La deuxième façon de faire, c'est de se dire, et si je trouvais une manière de faire telle que tout le monde fait la même chose, mais à la fin, compte tenu des différences régionales, la consommation moyenne du parc est à 50 kWh par mètre carré par an. Eh bien, les solutions techniques de référence de rénovation sont construites sur ce principe-là. On a fait 6000 simulations dynamiques sur des bâtiments réels et on avait un tas de combinaisons qu'on a classées et finalement, on a ressorti 10 combinaisons avec des combustibles ou des pompes à chaleur et 3 combinaisons avec du chauffage par convecteur électrique.
Et avec ça, si toutes les rénovations en France sont faites avec l'une quelconque de ces 10 plus 3, c'est-à-dire 13 combinaisons possibles, le parc de bâtiments en France sera à 50 kWh de la manière la plus simple qui soit, sans calcul compliqué. Il n'y a même plus de calcul, et ça me paraît très important, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les calculs faits par les uns et par les autres, et les résultats qu'on obtient qui sont complètement différents, on se demande comment ils ont pu faire avec la même méthode pour obtenir des résultats aussi contrastés. Là, il n'y aura plus d'erreur, la chose est sûre, on atteindra des performances qui sont entre 40 et 50 kWh, on est donc dans les bons clous. Voilà. Ça, c'est fondamental d'accepter ça et de ne plus faire de chaque cas un cas particulier. Et en France, pays latin, c'est très compliqué de faire accepter cette idée-là. C'est pourtant la seule qui permettra de faire que ça sera bon marché, parce que tout le monde saura faire, comme c'est toujours la même chose, que je travaille à Strasbourg ou à Brest, j'utilise toujours les mêmes méthodes. Et du coup, dès que j'ai simplifié, les choses se déroulent beaucoup plus facilement sur le terrain. Ceux qui ont fait du terrain le savent. André, qu'en pensez-vous? Finalement, il y a donc cette possibilité d'aller sur des solutions techniques de rénovation identifiées, caractérisées, ou bien aller plutôt sur une approche de type calcul. Quel est votre point de vue? Olivier fait allusion à ces solutions techniques, principalement pour les maisons individuelles. Je ne suis pas à convaincre, et même en plus dans les immeubles collectifs. Je parle, je suis confus, je reviens sur le sujet de la copropriété. Quand on a en face de nous, les décideurs, ce sont les couples, les familles qui habitent ces appartements. Eh bien, ils sont pleins de bon sens, et nous, on a intérêt à avoir des réponses aussi pleines de bon sens. Et si on répond avec une étude thermique et des chiffres et des graphes et des kilowattheures et des CO2, je ne sais quoi, on crée du stress, ce n'est pas la peine. Ils n'étaient pas venus pour ça. Ils étaient venus parce qu'ils ont chaud, ils ont froid, c'est pas beau, c'est humide. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les solutions? Donc, via minimum d'expertise, évidemment, quand même, et des solutions techniques de rénovation. De rénovation. STR, retiens bien ça, André. Je croyais référence à la place de rénovation. Oui, mais j'ai changé. Maintenant, c'est rénovation, c'est mieux. Ça a changé. J'étais dans l'ancien franc. Les solutions techniques de rénovation, mais c'est du bonheur pour surtout des copropriétés où il y a des installations avec des parties communes où on ne peut pas intervenir sur les parties communes, des installations collectives et des choses comme ça. C'est que du bonheur, parce que c'est simple, quoi. Il suffit de lire et puis après, il y a des questions plus précises qui vont arriver. On va devoir étudier peut-être à un moment donné tel ou tel, mais il faut rentrer très vite, proprement et sans faire perdre de temps, sans affoler les gens. Non, il faut arriver tranquillement.